rien n'est fait, l'ensemble des ressources ne pourra pas couvrir plus de 60% des besoins de ces 11 pays. C'est extrêmement sérieux. L'ensemble des ressources en eau du bassin du fleuve Nil ne pourra pas couvrir plus de 60% des besoins du pays. Donc, un vaste problème se dessine parce que là, il y a des populations suffisamment abondantes, que ce soit en Égypte, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Kenya, que ce soit au Soudan, ainsi de suite. Alors, que faut-il faire? Il y a un réel risque. Il y a un réel risque sur le climat, donc sur les ressources, donc sur la possibilité des hommes de se nourrir, et à commencer par l'élémentaire de boire. Alors, je dis ceci parce que le même problème se retrouve le lac Tchad. Une bonne partie de Boko Haram est née du rétrécissement du lac Tchad, du fait que les ressources abondantes en eau qui permettent l'agriculture et la pêche se sont rétrécies et que les 4 pays qu'il y a autour du lac Tchad ne peuvent plus avoir des populations qui sont restées sédentaires parce que quand le lac se rétrécit, les populations se déplacent. Elles se déplacent, elles se déplacent. Vous n'avez plus de repères d'une ville, d'un village qui avait il y a 25 ans, il y a 30 ans. Donc, il y a là un exemple patent de la façon dont le changement climatique génère des migrations qui génèrent après des problèmes sécuritaires. Et l'Afrique a des exemples importants comme ça. Je prends un autre pays, c'est entre l'Angola et le Botswana. Il y a un fleuve important, le Congo. L'Angola vient de se réveiller, voudrait construire un barrage là-dessus. S'il le fait, le pauvre Botswana, qui a déjà un désert, n'aura plus d'eau. Alors, il y a des négociations entre les deux. Comment faire pour que ces réserves soient gérées de manière commune? Cet exemple est encore plus grand en Asie, particulièrement au Bangladesh, particulièrement entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et le Liban, qui se partagent ces 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui deviennent aujourd'hui une zone de tension extrême. Et je voudrais faire une révélation que beaucoup de gens ne savent pas. La guerre de Syrie, aujourd'hui, est née du changement climatique. C'est la sécheresse qu'il y a eu en 2011 en Syrie qui a fait déplacer les populations vers les zones où il y avait les moyens. Et la densité, la pression sur cette zone a poussé une révolte des populations que les politiciens ont surexcité et enflammé et déclenché la guerre. C'est extrêmement important et c'est ce qui donne aujourd'hui ces phénomènes migratoires extrêmement importants qui ont atteint un niveau sans précédent et qui devient aujourd'hui un problème géopolitique international. Je pourrais citer à l'infini, mais je voudrais dire que c'est une réalité. Que devons-nous faire en Afrique? 3 choses. D'abord, éduquer les populations. Parce que malheureusement, dans les populations pauvres, ne sachant pas qu'en manquant de moyens, elles contribuent elles-mêmes à dévaster leur environnement. Et après, elles sont victimes de ce qu'elles ont fait. Donc si vous ne les éduquez pas pour planter, pour défricher moins, en prenant des techniques culturelles qui utilisent non pas l'extension mais l'intensification, vous allez continuer à accélérer la découverte du couvert végétal. Ça, c'est la première chose, c'est l'éducation. Deuxièmement, c'est mettre les moyens en commun. Aucun pays ne peut seul combattre ces changements. Ça dépasse le niveau de chacun. Et un exemple typique, c'est dans mon propre pays, la Guinée, qui est considéré comme château d'eau de l'Afrique, d'où partent la plupart des grands cours d'eau. C'est un pays, tenez-vous, qui a 12 000 cours d'eau. Il y a 12 000 cours d'eau en Guinée. Je veux dire 1200 cours d'eau en Guinée. Ces 1200 cours d'eau, certains sont mythiques. Quand vous entendez parler de la Gambie, c'est le nom d'un fleuve, mais c'est le nom d'un fleuve qui naît en Guinée. Le Sénégal, c'est le nom d'un fleuve qui naît en Guinée. Le Niger, c'est le nom d'un fleuve qui naît en Guinée. Tous les fleuves qui arrosent
le Libéria, la Sierra Leone naissent en Guinée. Tout ce qui arrose la Guinée-Bissau naissent en Guinée. L'ouest de la Côte d'Ivoire, ne parlons pas du Mali. Et ceux-ci partent d'un massif central qu'on appelle les massifs du Fouta-Jalon, qui sont aujourd'hui menacés. Et donc, nous avons fait appel à la CEDEAO pour créer un projet qui s'appelle l'Observatoire régional des eaux et de l'environnement de Fouta-Jalon, pour que très rapidement, les interventions massives soient engagées pour préserver les massifs, pour que l'écoulement d'eau soit maintenu et que les écosystèmes soient maintenus. Sinon, tous ces barrages, tous ces projets hydro-agricoles, 1 million d'hectares au Mali, ne pourront pas avoir lieu. Un barrage de Taoussa au Niger, ce sera un rêve, puisque dans quelques années, il n'y aura pas d'écoulement. Donc, il faut de la solidarité, il faut de la mise ensemble des moyens. Je vous remercie. Merci bien, M. Komara. Comme certainement vous l'avez constaté, le phénomène des changements climatiques ne peut pas être adressé au niveau d'un seul pays. Et tout à l'heure, dans mon propos introductif, je faisais allusion à l'accord de Paris de 2015, qui était un accord tourné essentiellement sur la contribution des États, de chacun des États, à faire un effort pour réduire ces émissions-là qui ont une implication directe dans les phénomènes naturels que nous vivons. Et les exemples que M. Komara a cités tout à l'heure prouvent nettement que c'est un phénomène global. Et ces instruments au niveau national qui avaient été définis à l'époque et qui sont en cours d'exécution, que certainement vous avez, les personnes qui travaillent dans le domaine sont informées, la contribution nationale déterminée de chaque État. Chaque État a pris des engagements de mettre un certain nombre d'actions en œuvre au niveau de son pays pour contribuer globalement à ces réductions-là. Des plans d'investissement, ici au Mali par exemple, pour donner l'exemple qui nous est plus proche, et aussi pour faire directe relation avec l'organisation pour laquelle je travaille, qui est le PNUD. Nous avons travaillé avec le gouvernement du Mali pour l'accompagner dans la définition de cette contribution nationale et de définir un plan d'investissement qui devrait l'accompagner. Et je disais tantôt, en parlant de l'accord de Paris toujours, que les États du Sud et du Nord avaient pris un certain nombre d'engagements. Effectivement, les États du Nord, qui sont considérés comme les États monétairement plus riches, avaient pris un certain nombre d'engagements de donner des ressources à ces États du Sud, qui sont en fait les moins pollueurs, donc qui ont moins, disons, d'actions qui influent sur les phénomènes naturels que nous voyons et qui obligent les conditions naturelles à se détériorer. Ces États du Sud avaient pris des engagements de mettre un certain nombre de ressources pour les États des États du Nord, du moins, pour les États du Sud, pour les permettre, bien entendu, en plus de leur budget national, ces différents investissements-là. Il y a eu des développements, comme je l'ai dit tantôt. Tout le monde a entendu parler du Global Cooperation, Global Climate, le Fonds mondial sur le climat, qui est un fonds qui a été mis en place et qui devait être nourri en termes de ressources par les contributions des États. Les États-Unis, à l'époque, avaient pris un engagement très fort et qui, en certain moment, avec, comme je dis tantôt, le changement de leadership, c'est un peu rétracté et qui a fait que cette facilité-là qui avait été mise en place et qui devait canaliser certaines de ces contributions-là se trouve actuellement dans un certain nombre de difficultés. Mais les États sont en train aussi de faire des efforts à leur niveau, chacun à ce qui le concerne, pour remplir ces engagements-là qui avaient été pris à Paris et qui, si réalisés comme ça a été prévu, devraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ont contribué à la détérioration des conditions climatiques et surtout à ces conditions naturelles qui créent des mouvements de population et qui, s'il n'est pas adressé, devraient pouvoir poser des difficultés majeures en termes de mouvement de population. L'exemple que le Premier ministre a donné tout à l'heure sur la Syrie qui a été à la cause de la guerre syrienne est un exemple typique qui prouve nettement que des actions devraient être prises, sinon nous allons directement vers des situations difficilement gérables.
Je crois que, comme je dis tantôt au début, c'était un panel qui était prévu pour 5 personnes. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés avec 2. Ce qui nous donne plus de temps, peut-être d'échanger entre les panélistes et l'audience. Et si vous le souhaitez, on va peut-être commencer la discussion. On va prendre un certain nombre de questions ou bien contributions. Le temps qui nous est imparti, nous l'avons largement dépassé, mais en fait, on a démarré très tard, il faut le comprendre. Donc, je vais prendre la parole. Je vois une main là-bas qui se lève. Je vois une deuxième ici devant moi et une troisième. Je prends les premiers. Le micro. Donc, lui d'abord, si vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse savoir qui est là. Parce qu'il y a des experts cachés qui sont dans la salle, que je connais personnellement et qui ont une meilleure maîtrise de ces problématiques-là. Vous avez la parole. Mon nom est Lanciné Camara, je ne suis pas expert sur ces problématiques. Je suis chef d'entreprise, je dirige emploimali.com et Emploi Guinée. Donc, 2 questions. La première, c'est pour madame. C'est très intéressant de transposer des bonnes expériences d'un pays à un autre, notamment le cas du Rwanda, sur peut-être le Mali et la Guinée, en ce qui concerne les derniers samedis de chaque mois, le nettoyage. Mais est-ce qu'on pourrait s'assurer de prendre en considération les problématiques locales avant de les transposer? Quand je prends le cas de la Guinée, le dernier samedi de chaque mois, on fait du nettoyage, mais en fait, on ne nettoie rien. Parce qu'à la fin, rien n'est nettoyé. Et du coup, on suspend la circulation de 6 h du matin à 11 h, et l'activité économique est paralysée. C'est le samedi, donc c'est le week-end, l'activité sociale est perturbée. Je prends le cas de décembre, c'est tombé sur le 29 décembre. Donc, fin d'année, les gens veulent partir sur les îles, mais personne ne pouvait bouger jusqu'à midi. Et plus tard, ça crée un embouteillage énorme, et à la fin, la ville est encore plus sale qu'avant. Donc, oui, c'est bien de transposer, c'est bien d'exporter le modèle parce que c'est bon, mais est-ce qu'on s'assure de l'efficacité de la chose ou qu'on prenne en considération les réalités? On dit aux populations de sortir, mais personne ne sort en réalité, tout le monde restera à la maison. Donc après, on a dit il faut que les fonctionnaires sortent, les ministres sortent, sauf qu'ils sortent en costume et en souliers, et ils ne nettoient pas. C'est ça la réalité, madame. Deuxième question pour monsieur le Premier ministre. Nous avons de très belles organisations comme l'OMVS, Manoriva Union, l'OMVG, et aussi, je pense qu'il y a une organisation pour le fleuve du Nil. Compte tenu du travail que toutes ces organisations effectuent, est-ce qu'on peut se dire enfin qu'on n'est pas menacé d'un point de vue inondation, sécheresse, parce que toutes les études sont effectuées, les organisations sont en place, les pays sont engagés afin d'éviter les difficultés que vous soulevez? Très bien. On note cette première question. Deuxième question ici. Merci, Monsieur le Président modérateur. Je remercie rapidement les conférenciers pour ces brillantes interventions. Alors, moi, je voudrais juste dire que ce qui doit être retenu avec force, c'est que les questions de climat est une des causes de l'immigration. Il n'y a aucun doute sur ça. Parce que ça freine le développement dans les régions, dans les pays et dans toute la sous-région. Ça, c'est une vérité qu'on peut constater. C'est simple. Si je vois quand j'étais jeune, je suis de Caille, et je retourne actuellement dans la même zone, je vois l'effet de l'environnement. Je n'ai pas besoin de lire un livre de recherche et tout ça, je le constate. Une zone où je jouais avec beaucoup d'arbres et tout ça, maintenant je ne vois que le désert. Ça, c'est des réalités. Et ça contribue à l'appauvrissement de la population. Or, la question d'immigration et la question de développement sont inséparables. Donc l'environnement actuellement, si les tendances se poursuivent, l'effort que les Africains doivent fournir pour se développer sera freiné.
Et ça, c'est une vérité. Maintenant, dans les négociations, en ce qui concerne la question environnementale, qui dépasse un pays individuellement et qui concerne l'ensemble de l'humanité, c'est qu'il y en a qui contribuent plus à polluer que d'autres. Alors, maintenant, la moralité, c'est lorsque vous voulez fermer vos frontières à ceux-là qui sont appauvris, dites-vous que vous contribuez en partie à leur pauvreté. Et donc, c'est normal qu'on revienne à cette question de pollueurs payants. Et c'est ça le problème. Donc, ce serait dommage qu'au niveau de ce forum-là, que cette question de pollueurs payants ne soit pas discutée et retenue parmi les recommandations. C'est simple. C'est simple. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais, et je souhaite vraiment qu'on puisse développer ces aspects-là dans les recommandations que ce forum doit faire à l'endroit du monde. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut diffuser. Diffuser, parce que la question de sensibilisation, elle ne doit pas seulement concerner les pays africains. La sensibilisation, elle doit être à tous les niveaux, y compris au niveau de ces multinationales-là, qui contribuent plus à la pollution, qui le savent, mais malheureusement, pour des intérêts individuels et égoïstes, refusent cette théorie que leur action contribue à la détérioration climatique au niveau mondial. Il faudrait sensibiliser, non seulement au niveau des entités, mais au niveau des gouvernements, parce qu'avec les changements au niveau des États-Unis, je suis désolé, il y a un homme politique fort qui est Trump, qui est président d'une des premières puissances du monde, qui refuse d'admettre que ce que tout le monde pratiquement, y compris les propres experts américains, ont conclu qu'il y a des actions que les hommes sont en train de mener qui ont un effet sur l'environnement et le réchauffement climatique. Et lui, il refuse cette théorie-là. Il faut continuer à dénoncer. Et c'est ça notre rôle. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Pour permettre à beaucoup plus de participants de s'exprimer, il serait préférable d'être assez succinct sur la question ou bien la contribution à donner. Merci. Et merci beaucoup. Mais vous avez sorti d'excellents points. Merci. Aïe, 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 aïe. Vous savez, vos deux intervenants qui sont là, qui ne sont pas venus, je pourrais les remplacer et ça ne suffirait pas. Non, mais ce que je voudrais dire rapidement, je suis Ibrahim El Ali. Je suis le frère d'Ali Haïdar, qui a été ministre de l'Environnement au Sénégal, que vous connaissez. Pour donner rapidement un exemple, on a reboisé plus de 250 millions d'arbres dans les mangroves du Casamance, et ça a été nommé l'écosystème fait par l'homme le plus élaboré au monde. Mais cette réussite, elle vient de quoi? Elle vient pas seulement de l'engagement d'Ali Haïdar ou de son association, elle vient de la capacité de mobiliser les citoyens et les villageois en Casamance en leur expliquant qu'en reboisant des mangroves, au lieu de les couper, on permettait de couper la salinité, l'introduction de la salinité vers et leur faire gagner plus de 50% de culture en riz. Et derrière, vous savez que maintenant, ils font même du miel avec les fleurs de mangrove. Il y a eu un écosystème de développement qui s'est fait. Et tous ces gens qui vivent de ça maintenant ne migrent plus. Ils vont plus. La migration, elle commence déjà par aller vers la capitale. Et après, il y a une autre migration qui va continuer vers Canaries ou bien vers l'Europe quand ils ne trouvent pas de solution. Ici, le monsieur nous dit quelque chose de fondamental à Caille. Il dit qu'effectivement, la forêt, on ne l'a plus retrouvée. Mais ce même monsieur-là, comme le ministre de l'Agriculture de ce pays à qui j'ai posé la question, ici au Mali, il y a une catastrophe naturelle et tout le monde le sait, personne ne fait rien. Ce monsieur qui parle de la forêt de Caille, il peut vous dire que lui-même, quand il cuisine dans sa maison, il le cuisine avec le feu de bois. Et cet arbre qui a posé 50 ans, combien de plantes il a repoisé pour rien? Donc ici au Mali, il y a une catastrophe écologique incroyable, c'est que tout le monde cuisine avec du feu de bois. Même le ministre de l'Agriculture, en premier chez lui, il m'a avoué qu'il faisait ça. Mais les rapports des Nations Unies parlent de 250 millions de réfugiés climatiques, si on ne fait rien. Et en fait, on ne doit pas attendre l'Europe
pour réagir. On doit copier ces systèmes qui ont marché au Rwanda, qui ont marché, en Casamance, ça a marché, pour mobiliser la population et leur expliquer que c'est leur avenir. La première des choses que nos politiques au Mali devraient prendre, ici, comme ailleurs en Afrique, dans la zone sahélienne en tout cas, c'est qu'il faut développer impérativement les villes moyennes, les villes intermédiaires. Tout ne doit pas passer que par Bamako, parce que développer les villes intermédiaires permet de fixer les populations rurales et créer des systèmes de marché de gros. Et c'est un vrai phénomène de limiter les problèmes de réchauffement climatique. Bon, je termine par un petit juste exemple. Là, pour répondre un peu au monsieur, maintenant en Europe, on parle Déjà, il y a une loi qui a été votée en France qui s'appelle le principe de précaution. C'est-à-dire que toutes les multinationales, elles sont obligées au niveau du responsabilité sociétale et environnementale de ce qu'elles font en France, de le faire quand elles s'installent à l'étranger aussi, les mêmes normes environnementales de respecter. Ça, nous, en Afrique, on n'en est pas conscient. Et les multinationales qui dégradent les environnements ici, on peut les attaquer sur ce principe-là. Mais on n'a pas encore d'ossature juridique assez puissante pour pouvoir les attaquer. Je pose une question au ministre. Il a parlé de la fragilité du massif du Fouta, mais il n'a pas dit qu'est-ce qui vraiment le dégrade, qu'est-ce qui le rend fragile réellement. On aimerait bien savoir, parce que c'est en sachant ça qu'on pourrait agir dessus. Très bien. Donc on va peut-être réagir à ces trois premières... je ne vois pas avec cette lumière qui est devant moi là. D'accord, celui qui est derrière. Je ne vous vois pas avec cette histoire-là. Vous avez la parole. Et après, on revient au panel. D'accord, merci monsieur le modérateur. Moi, je suis Maman Zakara. Cette lampe-là ne peut pas... D'accord. Hein? Tu peux dégager? Non, non. C'est bon? Ah, d'accord. Oh là là. Tu me déplaces? Bon, ok. Oh, ça. Allez-y. Alors, donc, moi, je suis Maman Zakara, je travaille au niveau de Malifox Center. Donc, ce sont des questions qu'on traite chaque jour. Je voulais juste contribuer, peut-être si vous le permettez, avant de poser quelques questions. Je suis d'accord tout à l'heure avec le collègue qui disait qu'il y a une catastrophe. Aujourd'hui, au Mali, on perd plus de 400 000 hectares par an. Ça, ce sont des études qui sont là. Et ce qu'il a dit, qu'aujourd'hui, vous allez partir à l'intérieur du Mali, vous allez voir tous ceux qui vont rentrer de Bamako, ils vont revenir avec un sac, des sacs de charbon. Et ce qui est paradoxal, parfois, ce sont les mêmes structures qui sont chargées de lutter contre ces changements climatiques ou bien de lutter contre la déforestation qui contribuent aussi à cette déforestation. Alors, la question qu'on se pose, qui est réellement responsable de tout cela? Moi, je me dis qu'au lieu qu'on parle ailleurs, c'est des grandes questions d'abord, c'est une question de comportement. Nous, en tant qu'individus, en tant que personnes, qu'est-ce qu'on contribue, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, c'est la question du modérateur où, avant l'accord de Paris, la plupart des pays ont pris des engagements. Que chaque pays a écrit un document dénommé les CDN, les contributions déterminées nationales, où chaque pays, qu'on appelle parti, va à un quota par rapport à des secteurs qui sont les plus polluants pour dominer. Et c'est là, de manière conditionnée ou bien inconditionnée, avec l'appui des bailleurs ou sans appui. Ça, c'est juste une question par rapport à ça. L'autre question aussi, je pense que Awa a bien planté le décor. Ce que jusque-là, les études ne démontrent pas de manière claire et précise les liens entre aujourd'hui les changements climatiques et la migration. C'est juste, les experts avancent que ces changements climatiques constituent un facteur qui contribue ou bien qui déstabilise aujourd'hui, comme l'a dit le ministre, les terres agricoles, les ressources en eau et aussi détruisent les sociétés. Je pense que dans les années à venir, nous aurons plus des études qui vont nous édifier par rapport à ça, parce qu'il nous faut aussi des données scientifiques pour avancer. L'autre aspect important, je pense qu'il nous faut des politiques fortes. On élabore des politiques, on élabore des stratégies, mais le problème, c'est que dans nos pays, ces stratégies et ces politiques, on attend aussi que les bailleurs
nous finance pour les appliquer. Si un bailleur ne vient pas pour les appliquer, ces politiques vont rester dans les tiroirs. Le modérateur tout à l'heure a expliqué que le PNUD appuie le Mali dans le cadre de son plan d'investissement, n'est-ce pas, par rapport à la mise en œuvre, mais il faut des bailleurs pour le mettre en œuvre. Donc il nous faut que, à l'interne aussi, au niveau du pays, qu'on mobilise aussi des ressources domestiques pour contribuer à lutter contre ces effets de changement climatique, parce que ces effets sont réels et sont visibles. Juste pour finir, moi je travaille au niveau de Mali Fox Center. On arrive à recevoir aussi des fonds. La plupart des pays nordiques, la Suède et la Norvège, nous appuient beaucoup en termes de financement, où nous mettons en œuvre des projets sur les terrains, des projets d'adaptation sur les questions de l'agriculture durable, la gestion durable des terres, mais aussi l'agroforesterie. Et on intervient aussi dans la mise en œuvre aussi des mini centrales aussi solaires au niveau local, qui contribuent à booster l'économie locale. Comme disait l'autre aussi, il faut aller vers une approche aussi régionale et territoriale pour qu'on puisse lutter contre ces effets chimiques. C'est juste une contribution et je vous remercie de votre patience, monsieur le modérateur. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas une toute dernière question, Son Excellence, vous voulez... on va finir par vous. On va prendre... et ensuite, madame, on vient par vous. Et ensuite, on revient au panel et on termine. On a 15 minutes apparemment pour finir ce panel-là. Merci beaucoup. Maintenant, c'est 10 minutes, effectivement. Parce qu'on nous a dit 15 minutes, il y a 5 minutes. Merci bien, M. Diop. Je voudrais avant féliciter les panélistes pour leur intervention très pertinente sur cette question très cruciale que constitue l'impact des changements climatiques sur l'immigration. Moi, je pense que c'est un débat qui est de plus en plus posé. Et aujourd'hui, il est indéniable qu'il y a un impact très réel sur cette question. Parce que ça a été dit et répété plusieurs fois, pas plus qu'hier, lors de la cérémonie d'ouverture. Il a été clairement dit que la plupart des immigrés viennent généralement des zones rurales. Et aujourd'hui, c'est les zones qui sont les plus impactées par les changements climatiques. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sur le plan agricole font que la plupart de ces zones quittent les zones rurales pour aller en ville, l'exode rural. Et ceux qui sont en ville, malgré les difficultés, du moins face à des difficultés énormes, préfèrent sortir dans des conditions que nous connaissons pour aller à l'extérieur. Et là, j'en viens vraiment à la nécessité d'œuvrer pour fixer ces populations dans ces zones rurales. Et c'est là où je voulais interpeller l'OMVS. J'ai participé à la dernière réunion du Conseil des ministres de cette organisation et j'avoue que ça a été une grande surprise pour moi. Je vois que nous avons à notre disposition l'un vraiment des instruments les plus importants dans notre sous-région, partagés entre ces 4 pays. L'OMVS est un enjeu de paix, un enjeu agricole, un enjeu énergétique, un enjeu de communication. Et je vois que malheureusement, l'organisation ne bénéficie pas encore vraiment de la plénitude, en tout cas des moyens qu'elle devrait avoir pour agir concrètement sur les zones vraiment de prédilection, notamment les zones rurales. Les bénéfices que nous tirons des différents barrages de Diama et des autres barrages, moi, je pense que c'est de Manantali et autres, c'est concret. Mais malheureusement, il n'y a pas l'effort qu'il faut au niveau des États membres pour bonifier. Moi, je donne toujours l'exemple de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque l'Europe est sortie exsangue de la Deuxième Guerre mondiale, la première question qu'ils se sont posées, c'est comment faire pour arrêter la guerre,
Comment faire pour créer un centre d'intérêt commun qui va nous permettre aujourd'hui d'unir nos forces pour développer nos pays et retenir nos populations. Ils ont créé la CECA. L'intérêt, c'était l'acier et le charbon. Avec l'OMVS, nous avons plus que ça. Nous avons l'électricité, nous avons l'eau, la navigation, nous avons l'agriculture, nous avons tout. Nous avons assez de centres d'intérêt pour vraiment constituer un socle d'unité et d'unification pour les 4 pays qui constituent cette organisation. Et je pense que si ces efforts sont consolidés, si au plus haut niveau, cette organisation vraiment bénéficie de l'apport qu'il faut, son impact pourrait être vraiment très bénéfique dans les zones rurales qui entourent les différents ouvrages qui sont construits dans le cadre de l'OMVS. Donc c'est une contribution que je voudrais faire, une interpellation vraiment pour que cette organisation soit quand même traitée à sa juste valeur. Le dernier point, c'est par rapport aux opérations de nettoyage dont on parlait tantôt. Moi, je pense que sur le principe, c'est important, c'est utile. Je comprends les griefs que M. avançait tantôt. En fait, c'est dans la mise en œuvre qu'il y a problème. Mais je pense que le principe, c'est utile. Nous, quand on était plus petits, et je parle sous le contrôle de M. Marie Diop, notre modérateur, au Sénégal, dans nos différents quartiers, on procédait à des opérations de nettoyage et ça permettait vraiment d'assainir le quartier et ça permettait aux populations vraiment de se lever, de créer une certaine convivialité entre populations. Et au sortir, on restait au moins 1 mois avec un quartier très propre, pas de saleté, l'environnement est vraiment très clean. Mais bon, dans certaines contrées, il y a des problèmes dans la mise en œuvre. Moi, je pense que ça ne met pas en cause le principe en tant que tel, mais c'est dans la mise en œuvre qu'il y a un problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Excellente contribution. Madame, pour maintenant clore les contributions de l'audience avant de revenir au panel. Madame, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Je souhaitais juste apporter une contribution sur la question environnementale. Pour avoir fondé l'Alliance des femmes pour l'environnement, avec la préoccupation de faire en sorte qu'il soit clair, particulièrement pour les spécialistes, que les femmes sont des actrices de la question environnementale, par la force des choses. Parce que quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a toutes sortes de situations sur leur lieu de vie, avant que n'arrivent les sachants, les hélicoptères, l'humanitaire et tout ce qu'il y a, il faut qu'elles aient déjà pu contenir, avec parfois 2 cailloux seulement, une situation qui est une question de vie ou de mort. Et à ce titre-là, j'ai fondé cette alliance-là pour qu'elle soit prise en compte comme des expertes qu'elles sont donc devenues par la force des choses. Je dis souvent, et ce n'est même pas moi qui le dis, que les pédiatres disent que les meilleurs pédiatres, ce sont les mamans parce qu'elles sont auprès des enfants. Donc elles sont aux premières loges de ces réalités-là, et ce sont des savoirs du terroir qu'il y a lieu de capitaliser, de prendre en compte, puisque si elles réussissent à faire avec pas grand-chose pour pouvoir continuer la vie, très probablement le monde cartésien, le monde des techniciens et tous les autres auraient avantage à les considérer comme de véritables actrices de développement durable. Et je pense que cela permettrait de prendre le fait qu'elles sont la moitié de la population souvent, que l'on compte cela comme un apport, et puis que l'on renforce aussi cela, et qu'elles ne soient pas considérées simplement comme des populations qui ne savent pas quoi faire et qui sont seulement démunies, alors que finalement, elles sont aux premières loges. Très bien. Merci beaucoup. Madame, vous avez levé la main avec insistance. Je vais vous donner la parole et ensuite, maintenant, on arrête les... Moi, c'est 2 secondes. Hein. 2 secondes, c'est fini oui. maintenant. Donc. Ah bah, non, je voulais vous demander, par rapport aux villes, tout à l'heure, Madame la Ministre a parlé donc des femmes qui migrent dans les régions aurifères. Et je sais que je suis passée une fois vers Sadiola, en tout cas une ville vers Caille. On devait exiger des investisseurs pour qu'ils établissent, qu'ils financent des infrastructures de base, tout au moins dans ces régions. Et ce n'est toujours pas fait. Quelle évaluation peut-on faire et comment vous pouvez contribuer à cela? Et donc, j'en ai fini. Par ailleurs, draguer
les zones non navigables du Niger contribuerait fortement donc aux fournitures à Bamako. Voilà, merci. Très bien. En parlant du Niger et de son ensablement, le jour où on remettait le rapport CDN au président malien, il a dit qu'une grosse préoccupation qu'il a, c'est l'ensemble du fleuve Niger, qui rejoint un peu la problématique des phénomènes naturels qui viennent vraiment anéantir les ressources naturelles que nous avons. Je vais donc revenir sur le panel. Je vais faire la même chose. Je commence par Mme Dem, qui va peut-être réagir. On a 7 minutes qui nous restent, donc je vous donne peut-être 2 minutes. Très rapidement, donc d'abord je vais répondre sur la question de Umuganda. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, évidemment c'est une belle initiative et nous, notre idée, c'est justement de regarder autour de nous sur ce continent africain les belles pratiques, pas si compliqué que ça finalement à mettre en œuvre tant que les esprits se retrouvent là-dedans. Alors on a plus cru dans les différents pays où nous sommes partis en l'action des personnes, c'est-à-dire ce n'est pas du top-down, c'est-à-dire du gouvernement vers le peuple comme ce qu'on peut voir au Rwanda, parce que là-bas c'est vraiment institutionnalisé. On a plus fait du bottom-up, c'est-à-dire que ce sont des jeunes dans un quartier, dans une région ou dans une école qui se mettent ensemble pour décider de nettoyer telle ou telle chose. En Guinée, par exemple, on a eu des belles opérations de nettoyage de plages et c'était magnifique à voir les images avant-après. Je suis contente de savoir que le gouvernement guinéen, peut-être d'après ce que vous me dites, essaie de mettre des choses en œuvre pour impliquer les populations. Ça ne se fait pas comme ça sans éducation, c'est-à-dire éducation des personnes à prendre conscience du bien commun qu'est l'environnement, parce que quand on dépose ces ordures, qu'on les enlève de sa maison pour le mettre à l'extérieur et qu'on ne respecte pas cet extérieur-là en pensant que ça appartient à l'État, donc ça n'appartient à personne, c'est un problème. Donc la prise de conscience effective des jeunes, des enfants, des personnes qui vivent dans un environnement, que cet environnement-là appartient à tout le monde, donc appartient à chacun, et qu'en le protégeant, en le rendant propre et en le vivant de manière positive, contribue au bien-être de tous. Donc Umuganda tient, je pense, très très compte des réalités sociales de chaque pays et est tout à fait adaptable dans ce sens. Mon dernier point, ça porte sur les réponses politiques par rapport au changement climatique ou en tout cas à l'impact de la situation environnementale sur les migrations. La plupart du temps, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a des catastrophes, souvent on attend que la catastrophe arrive pour répondre. C'est-à-dire que c'est quand il y a une inondation qu'on réfléchit aux mesures d'urgence à mettre en place, etc. Donc la question qui mériterait d'être creusée, ici il y a eu quelques pistes de réponse, c'est quelles sont les politiques effectivement à mettre en place, que ce soit dans les États ou entre États, pour pallier aux conséquences de la question environnementale aujourd'hui sur le plan migratoire, économique, politique, sécuritaire, etc. Voilà. Bon. Merci bien. Je vais donner la parole à M. Komaradon pour... Merci beaucoup. J'ai toute une série de réponses à donner. Je vais commencer par le niveau mondial. Il n'y a pas à être absolument pessimiste sur le fait que Trump se soit retiré de l'accord climat. Parce que fort heureusement, aux États-Unis, c'est un pays décentralisé. Contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas la décision seul de prendre une position comme ça et que tout le reste du pays suive. Il y a des États qui contestent sa décision, qui refusent absolument de le suivre et qui appliquent les dispositions de l'accord de Paris. C'est très important à noter. Deuxièmement, au niveau mondial, la prise de conscience s'est faite. Ce que j'appelle l'injustice climatique, c'est-à-dire ceux qui ont pollué pendant très longtemps avec des techniques
et de la technologie vieille, productrice de carbone, de CO2, qui sont développées aujourd'hui, pendant qu'on se rend compte que ça pollue, demandent à ceux qui ne sont pas développés de renoncer à ces technologies et d'utiliser d'autres voies qui sont beaucoup plus chères sans leur donner les moyens. Et c'est ça le vrai débat, ce qu'on appelle l'injustice climatique. Donc il y a effectivement de nouvelles technologies, mais qui sont très très chères. Alors ceux qui sont en retard disent, mais vous avez fait ça pendant 20, 30, 40 ans, 100 ans, 200 ans. Et c'est vous qui aujourd'hui régentez le monde. Vous avez tout et vous ne voulez pas que nous nous développions. Au début, il y a eu ce principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire le marché du carbone et tout ça, tout ça, tout ça. Mais on s'est rendu compte que ça ne règle pas le problème. D'où cet accord de Paris qui a essayé de mettre deux fois en place l'adaptation et la transformation. Mais même dans ce débat, j'étais parmi les négociateurs. Il y a eu beaucoup de débats. Les Africains, pour une fois, ont été solidaires. On dit qu'ils ne signeraient pas s'il n'y aurait pas l'engagement de mettre en place au moins une somme de 10 milliards. Et j'ai suivi beaucoup de négociations. La France a beaucoup joué. Et elle-même a promis 1 milliard sur les 10 milliards à mettre en place. Ça a été signé, mais rien n'a bougé. Alors, cependant, il faut noter qu'il y avait deux grands pollueurs actuels, mais nouveaux, c'est la Chine et l'Inde. Vous comprenez? Je dis nouveaux. Parce que les Occidentaux, quand ils prennent la situation actuelle, ils disent que les grands pollueurs, c'est la Chine et l'Inde. Mais ça, c'est ce qui est ajouté aujourd'hui. Mais tout ce qui a été emmagasiné bien avant, ce ne sont pas ces pays. Vous comprenez? Mais sur le plan moral, chacun se rend compte que si on doit continuer comme ça, Chinois, Indiens, Français, machin, chacun est victime. Donc il y a eu un certain nombre de prises de conscience, de lobbies qui sont organisés pour engager la sensibilisation au niveau de ces grands pays. Et je ne travaille pas un secret, je travaille en disant, moi-même je suis membre d'une organisation qui s'appelle IAC, International Action Council. C'est l'association des anciens 40 leaders mondiaux. Je suis le seul jeune là-dedans, les autres sont des anciens chefs d'État. Et l'année dernière, nous avons rencontré le président chinois. Tous les ans, nous rencontrons des chefs d'État du monde sur des problèmes qui menacent l'équilibre du monde. On a bien présenté au gouvernement chinois les enjeux. Et la Chine vient de prendre des décisions extrêmement dramatiques, y compris fermer des usines entières qui sont extrêmement productrices de CO2, même si ça doit créer du sous-emploi. L'Inde est dans la même voie. Et au niveau européen, des mesures sont en train d'être prises pour des révolutions technologiques importantes. Il y a une énorme résistance au niveau des fabricants d'automobiles. D'abord pour réduire les effets, changer les carburateurs et tout ça. Et maintenant, c'est le carburant. Jusque-là, on encourageait les gens à construire des moteurs à diesel. On s'est rendu compte que le gasoil est lui-même extrêmement pollueur. Donc, des pays comme l'Allemagne sont en train de donner des instructions pour que dans 5 ans, aucun moteur à diesel ne soit construit. Donc, les choses changent petit à petit. Nous, Africains, nous ne pouvons pas continuer à dire que c'est les autres qui ont pollué et doivent nous donner de l'argent. Nous devons certes réclamer, mais en même temps apporter notre contribution. Parce que nous sommes les premières victimes. Et c'est là que j'ai parlé de sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est un mot faible, mais ça veut tout dire. Ça comprend des mesures à la fois coercitives, des mesures d'éducation, des incitations morales, des incitations économiques et fiscales. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à un Malien de ne pas faire de la culture avec son alimentation avec du charbon ou du bois quand il n'a pas de gaz à bas prix. Ce n'est pas possible. De quoi il va vivre? Donc il faut que les deux choses aillent en parallèle. Que l'État encourage la défiscalisation du gaz, le rendre bon marché, et en même temps dans les zones reculées qu'on encourage
l'agroforesterie. On peut planter des catégories de bois à croissance rapide qui peuvent être coupées pour faire le ménage. Donc, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a beaucoup de choses. Ce que vous avez dit de mon ami Eder, que je respecte énormément, j'ai été 4 ans au Sénégal, ce qu'il a fait en Casamance, nous l'avons vulgarisé dans d'autres pays du monde. Je suis membre d'une autre organisation qui s'appelle l'IAGF, l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, avec Eric Orsena. Nous sommes une 50aine d'experts, Bangladesh, Paraguay, Brésiliens, Africains, Français et autres. 2 fois par an, nous nous réunissons dans un pays autour d'un fleuve pour examiner l'ensemble de la problématique et proposer au gouvernement, aux maires, aux localités et tout. Notre dernière réunion, c'était entre les 2 fleuves, l'Andour et la Garonne en France. Et nous avons eu une réunion difficile avec Alain Juppé, maire de Bordeaux, pour dire voilà ce que la culture de la vigne, telle que ça se fait actuellement, a comme conséquence sur l'environnement, il y avait des déplacements de population dans cette zone. Et ils ne savaient pas qu'il y a des mesures de recyclage de l'eau qui se faisaient juste de l'autre côté de la frontière en Espagne, qu'il fallait adopter. Donc nous vulgarisons. Il y a beaucoup d'initiatives de ce domaine. Je reviens maintenant à des questions plus terre à terre. Celle de M. Camara par rapport à est-ce que ce que l'OMVS a fait, est-ce que les autres organismes de bassin le font, comment ça se fait. Voilà ce qui se faisait et voilà ce qui doit se faire. Jusqu'à présent, les fleuves étaient considérés par pays et gérés de manière individuelle. Mais vous ne pouvez pas, vous, être en amont d'un fleuve en Guinée, croire que ce que vous faites n'a pas d'impact sur le Mali, sur le Niger, sur le Nigeria. Il n'y a aucune raison que le Nigeria construise des barrages si la Guinée doit couper toutes les forêts qui sont en amont. Il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura aucune raison que le Mali engage des milliards pour aménager le bassin du Niger si l'eau ne viendra pas de la Guinée. D'où la nouvelle conception qu'il faut gérer les fleuves en ce qu'on appelle un bassin fluvial. On est en train de pousser tous les pays traversés par des cours d'eau, les eaux transfrontalières, de s'organiser en organisme de bassin pour que ce soit l'ensemble des pays qui partagent les eaux recueillies dans ce bassin qui se réunissent, qui adoptent des mesures collectives et qui les financent progressivement. Et je suis heureux de vous dire, pendant les 4 années que j'ai passées à l'OMVS, nous avons vulgarisé cette méthode et sur les 286 organisations dans le monde, l'OMS a été classée première par 2 années de suite au niveau mondial. Et ça m'a incité à écrire un livre qui a été publié l'année dernière, préfacé par le président Macky Sall et postfacé par Eric Orsena, qui s'appelle « L'eau, enjeu vital des relations internationales ». Les eaux partagées sont-elles une bombe à retardement ou un vecteur de paix et de coopération? On a magnifié cet exemple en donnant comment il faut évoluer. Je conclue en disant que il faut nuancer le fait de dire qu'il n'y a pas d'études sur l'immigration. Il y en a. Il y en a. Il y a des études extrêmement poignantes entre le Bangladesh et le Myanmar, entre la Syrie, le Liban et l'Irak, dans la corne de l'Afrique, et même dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est établi que c'est les sécheresses constantes qui ont été à la base des déplacements de population. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de rendre compte que le changement climatique, ce n'est pas un problème de demain, c'est un problème actuel. Et qu'il faut s'en emparer au niveau central, au niveau local et au niveau familial. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup, les 2 panélistes, pour vraiment les réactions fort positives et intéressantes. Je sais que le temps est maintenant complètement épuisé, mais je voudrais seulement dire 2 ou 3 choses. Comme nous l'avons entendu, de par les interventions ici au niveau du panel que des contributeurs, la problématique des changements climatiques est un phénomène global et mondial. Il est constaté, il est connu, il a été démontré par des scientifiques, bien que certains toujours continuent à réfuter cette thèse.
et que des actions sont nécessaires. Il y a des actions au niveau global, mais des actions locales sont aussi importantes que ces actions globales. On a parlé de petites initiatives, comme disent les anglophones, think globally but act locally. On connaît le problème au niveau global, mais c'est au niveau local. Chacun, en ce qui le concerne, quelqu'un parlait tout à l'heure du sac de charbon qu'il utilise chez lui. Ces actions locales-là ont une répercussion importante dans le phénomène des changements climatiques. Ça, c'est le premier point. Les politiques nationales et les stratégies doivent intégrer la problématique du changement climatique. Dans les plans au niveau local qu'au niveau national et les stratégies, ces aspects, les politiques d'investissement qui encouragent la propriété énergétique, ce qu'on appelle clean investment, doivent être pris vraiment au sérieux. Il ne faut pas surtout attendre à ce qu'une solution nous vienne de l'étranger ou bien des financements extérieurs. Effectivement, nous en avons besoin comme pays du tiers-monde, mais nous avons aussi des ressources au niveau national qu'on pouvait rediriger ou bien mieux dépenser pour pouvoir adresser ces questions-là au niveau de nos pays et contribuer. Ça, je crois que c'est un problème aussi, c'est un problème important. Bon, la question de la sensibilisation, comme M. le Premier ministre l'a indiqué, est très importante. Les populations doivent être conscientes que les actions et les actes qu'elles posent tous les jours ont un impact direct sur leur vie. On a constaté beaucoup de difficultés, ici au Mali, on le constate au centre, entre les éleveurs et les agriculteurs. Tout ça là tourne autour des ressources naturelles et de la rareté et de la compétition pour ces ressources-là. Les plans d'aménagement qui sont développés devraient pouvoir tenir en compte ces éléments. Et last but not least, le secteur privé a un rôle à jouer. Parce que c'est lui le moteur du développement. Et les types d'investissements qui sont faits, le Premier ministre parlait tout à l'heure de l'Allemagne et de la décision qui a été prise pour que d'ici 5 ans, on ne produise plus de voitures qui polluent. Ces genres d'investissements-là sont aussi applicables dans nos pays et dans d'autres domaines où l'énergie propre a un rôle important. Le Sahel, souvent on le voit comme un problème, mais le Sahel a un potentiel extraordinaire en termes d'énergie solaire. Nous devons faire des efforts pour pouvoir l'exploiter mieux et diminuer les intrants polluants que nous mettons dans nos industries. Je crois que je ne pourrais pas terminer sans remercier les organisateurs qui nous ont conviés, à commencer par M. Koulibaly, qui est vraiment l'initiateur autour de ces discussions-là, qui sont quand même des discussions intéressantes et importantes qu'il faut continuer à avoir et pour nourrir la réflexion et peut-être verser ça dans les politiques des pays. Parce que c'est important que de telles discussions aient lieu, regroupant des personnes de différents backgrounds qui influenceraient ou bien qui contribueraient dans les éléments de politique que les gouvernements devraient appliquer aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Sur ce, nous mettons fin à la discussion tout en remerciant nos deux éminents panélistes pour vraiment leur excellente contribution. Et je voudrais vous demander de les applaudir. Merci à tous. Merci beaucoup.